Il y a une illusion qui circule aujourd'hui, qu'une photo suffit, un reel, un influenceur avec le bon décor et un lieu devient exclusif. Mais non, cela ne fonctionne pas ainsi. Cela n'a jamais fonctionné ainsi. Pour qu'une destination devienne un repère de l'aristocratie européenne, non pas des riches d'hier, non pas des fortunés d'aujourd'hui, mais de la véritable aristocratie, il faut des siècles, il faut des générations, des mariages, des héritages, des propriétés qui passent de main en main comme des reliques, des morts et des naissances, des scandales et des silences, des guerres perdues et des fortunes reconstruites. Et tout cela ne s'achète pas. Tout cela ne s'accélère pas. Tout cela ne se poste pas. Réfléchissez. Combien de lieux aujourd'hui se proclament exclusifs? Combien se vendent comme le nouveau paradis des riches? Et pourtant, c'est là le point. Les vrais aristocrates européens continuent de fréquenter les mêmes endroits, les mêmes qu'il y a 200 ans. Pourquoi? Parce que ces lieux ne sont pas devenus exclusifs par hasard. Ils sont devenus exclusifs à travers une stratification lente, invisible, presque géologique. Des familles qui se retrouvaient dans les mêmes salons, qui signaient des contrats de mariage devant les mêmes notaires, qui enterraient leurs morts dans les mêmes cimetières, génération après génération. La classe n'est pas un filtre Instagram, c'est une sédimentation de siècles. Prenons la principauté de Monaco. Aujourd'hui, tout le monde pense casino, yacht, milliardaires russes. Mais la principauté de Monaco est devenue la principauté de Monaco parce que les Grimaldi gouvernent ce mouchoir de rocher depuis le XIIIe siècle. Depuis le XIIIe siècle. 800 ans de présence, d'alliance avec les maisons régnantes d'Europe, de mariage avec les Polignac, les Mérode, les Hanovre. Et quand au XIXe siècle, l'aristocratie européenne cherchait un lieu où passer l'hiver, loin du brouillard, loin de la politique, Monaco était déjà là, avec son histoire, avec ses palais, avec ses familles. Et toute la Côte d'Azur, Nice, Cannes, Cap-Ferrat, s'est développée de la même manière. Non pas grâce à une campagne publicitaire, mais parce que la reine Victoria y allait pour mourir, parce que les Rothschild y construisaient des villas, parce que les grands-ducs russes y amenaient leurs maîtresses et leur mélancolie. Couche après couche, décennie après décennie, jusqu'à ce que le lieu devienne inséparable de ces gens. Pensez à Gstad, un village dans les Alpes suisses. Quelques milliers d'habitants, rien de spectaculaire à première vue. Mais Gstad est Gstad parce que la famille royale belge y allait, parce que les princes de Monaco y skiaient, parce que les familles de Genève, les banquiers, les orfèvres, les diplomates y achetaient des chalets et y élevaient leurs enfants, pendant des générations. Et ce silence de montagne, qui aujourd'hui semble si exclusif, était simplement le silence de ceux qui n'ont pas besoin d'être vus. Pensez à Biarritz. Autrefois, c'était un village de pêcheurs basques. Puis l'impératrice Eugénie arriva, l'épouse de Napoléon III, espagnole de naissance. Elle aimait l'Atlantique, elle aimait les vagues, et elle transforma ce village en une cour. Après elle vinrent les rois, les Bourbons d'Espagne, les Windsor d'Angleterre, même quelques Romanov, avant que l'histoire ne les balaye. Et Biarritz devint ce qu'elle est encore aujourd'hui, non pas grâce à un hôtel de luxe, mais grâce à 150 ans de fréquentation royale. Et puis, il y a Cortina, Cortina d'Ampezzo, ma Cortina, la reine des Dolomites. Mais reine de quel royaume? Cortina fut un lieu d'influence autrichienne pendant des siècles, partie de l'empire des Habsbourg. Et quand l'aristocratie viennoise cherchait un lieu pour respirer, loin des palais, loin des cours, elle choisissait ses vallées, ses cimes, ce silence vertical. Les Habsbourg eux-mêmes, la famille impériale, fréquentaient ces montagnes. Et avec eux venaient les comtes, les barons, les familles qui gravitaient autour du trône. Ils construisaient des villas, ils achetaient des terres, ils se mariaient entre eux.
Et quand l'Empire s'effondra, quand la Grande Guerre redessina tout, Cortina passa à l'Italie. Mais les familles restèrent, les propriétés restèrent, la mémoire resta, et d'autres familles arrivèrent, les Agnelli, les Pirelli, les grands noms de l'industrie italienne, non pas parce que Cortina était à la mode, mais parce que Cortina possédait déjà cette patine, cette stratification, ce réseau invisible de connaissances et de parenté qui rendait naturel d'y être. Et puis vinrent les Jeux olympiques de 1956, et puis les films, et puis la jet-set des années 60 et 70. Mais tout cela, comprenez-vous, tout cela s'est greffé sur une histoire qui existait déjà. Cela n'a pas créé Cortina. Cela a simplement rendu visible ce que Cortina avait toujours été. Aujourd'hui, Cortina a accueilli à nouveau les Jeux olympiques d'hiver en 2026. Et de nouvelles caméras sont arrivées, des sponsors, de nouveaux hôtels. Mais ont-ils changé quelque chose? Non, parce que les familles qui comptent, celles qui possèdent leur villa depuis 3 générations, celles qui se saluent par leur nom de famille, celles qui se marient entre elles, ces familles étaient là avant et elles seront là après. C'est là le point. C'est là le secret qu'aucun influenceur ne peut acheter. Vous pouvez affréter un yacht, vous pouvez louer un chalet, vous pouvez vous faire photographier au bon endroit, mais vous ne pouvez pas inventer une lignée. Vous ne pouvez pas accélérer le temps. Vous ne pouvez pas simuler 3 générations de mariage, de baptême, d'enterrement au même endroit. La vraie classe, celle qui n'a pas besoin de se montrer, se construit avec le temps, ou elle s'évite, mais elle ne s'achète pas, jamais. Et c'est peut-être cela qui rend certains lieux encore magnétiques. Non pas le luxe, non pas les services, non pas les prix, mais la sensation subtile, presque imperceptible, que quelque chose s'y est déposé qui ne peut être reproduit. Quelque chose qui a trait au temps, à la mémoire, aux morts qui ont foulé ces rues avant nous, et aux vivants qui, consciemment ou non, continuent d'honorer cette mémoire, simplement en y étant, simplement en y revenant, année après année, génération après génération.